C'est la troisième guerre mondiale, mais cette fois, il n'y a pas d'équipe. Dans l'affrontement ultime de l'humanité contre l'humanité, que se passerait-il si chaque pays sur Terre déclarait la guerre en même temps? Comment cela vous affecterait-il et quelle nation, s'il y en a une, en sortirait réellement victorieuse? D'abord, parlons de la façon dont la troisième guerre mondiale toucherait chacun d'entre nous. Le monde entier est connecté en un immense marché unique. Cela rend plus de biens et services accessibles à l'homme ordinaire qu'auparavant. La fabrication dans des pays à faible coût maintient les prix bas. Les accords commerciaux mondiaux avec des droits de douane faibles ou nuls profitent à tous en gardant les prix bas. Mais avec la guerre mondiale, tout s'arrête subitement. Et avec l'effondrement du commerce mondial vient une réalité brutale, l'effondrement de millions d'emplois nationaux. Mais rassurez-vous, vous n'aurez pas le temps de travailler. Si vous avez entre 18 et 40 ans, vous serez probablement enrôlé dans l'armée. Mais ici, on assisterait sûrement à un retour aux méthodes de guerre du passé, malgré le progrès moderne. Des populations plus nombreuses seraient forcées de servir dans l'armée, enrôlées massivement pour soutenir l'effort de guerre de leur pays. Les villes modernes seraient démolies au profit de terres agricoles. La plupart des pays dépendent aujourd'hui largement des importations alimentaires pour subsister. Selon l'indice mondial de la sécurité alimentaire, aucun pays n'est totalement autosuffisant sur le plan alimentaire. Les pays les plus proches comme la Finlande, l'Irlande, la Norvège, la France et les Pays-Bas dépendent aussi des chaînes d'approvisionnement mondiales. Dans ce nouveau monde audacieux, afin d'éviter la famine immédiate, la population va devoir créer des terres agricoles et pelleter beaucoup de fumier. Un autre changement immédiat sera une pénurie de médicaments. Aujourd'hui, les pays dépendent grandement de l'importation mutuelle de médicaments. La recherche médicale étant très spécialisée et coûteuse, les entreprises tendent à se concentrer sur quelques produits. Par exemple, les États-Unis importent 95% de leur ibuprofène et 40 à 45% de leur pénicilline de Chine. L'espérance de vie chuterait immédiatement, et pas seulement à cause de tous les combats. La perte du commerce mondial entraîne la perte d'accès aux marchés mondiaux, et aucun pays ne produit de manière autonome tout le matériel médical dont il a besoin. Selon votre lieu de vie, vous pourriez constater une baisse significative de la qualité des soins médicaux, car les équipements et les matières premières nécessaires disparaîtraient soudainement. Pour coordonner une défense nationale totale, la plupart des gouvernements deviendraient rapidement totalitaires, avec une perte potentiellement durable, voire permanente, des libertés civiles. Chaque gouvernement peut suspendre certaines libertés civiles en situation d'urgence nationale. Cela permet au gouvernement d'utiliser le pouvoir exécutif sans les contrôles et équilibres habituels pour repousser plus efficacement la catastrophe. Mais un événement de guerre mondiale exigerait une réponse nationale à long terme qui ne pourrait être gérée efficacement que par un gouvernement totalitaire. Il n'y a pas de place pour les querelles politiques lorsque la survie est en jeu. Pour se défendre, les nations suspendraient les protections environnementales afin d'assurer l'accès aux ressources pour les industries essentielles. Une migration massive mondiale provoquerait un scénario apocalyptique avec des millions, voire des milliards de personnes fuyant les zones de guerre. Les frontières s'effondreraient sous la pression. Les camps de réfugiés déborderaient de tout contrôle. Pour garder le contrôle, certaines armées pourraient recourir à des massacres de civils pour dissuader la migration de masse, les éliminant brutalement avant qu'ils n'atteignent la frontière. D'autres pourraient simplement réduire les migrants en esclavage pour les faire travailler dans des industries de défense essentielles. Ce n'est pas un tableau réjouissant, mais qui pourrait en sortir gagnant? En Amérique du Nord, les États-Unis sont le candidat évident à la domination, au détriment du Canada et du Mexique. Ils ont été forcés d'affronter le champion du monde poids lourd dans un combat en cage. Mais voici une chose inattendue de la part de l'armée américaine. Ses capacités de pointe seraient rapidement épuisées. L'armée des États-Unis surpasse toutes les autres armées du monde. On dit que les États-Unis ne perdent pas les guerres, ils perdent simplement l'intérêt pour elles. Et c'est vrai. Que ce soit au Vietnam, en Irak ou en Afghanistan, les États-Unis n'ont jamais perdu un affrontement. Ils ont simplement perdu l'intérêt de poursuivre le combat. Il serait bon de se rappeler la victoire fulgurante des États-Unis en 100 heures pendant la tempête du désert. En seulement 3 jours, l'Amérique et ses alliés ont effectivement démantelé la capacité de l'Irak à se défendre. La victoire était si absolue que la guerre a provoqué des ondes de choc aussi bien à Pékin qu'à Moscou. Les planificateurs militaires des deux pays ont reconnu que seule l'arme nucléaire pourrait stopper une attaque conventionnelle américaine. Et pourtant, cette force repose sur des éléments qui viendraient très rapidement à manquer. L'Amérique importe la plupart de ces terres rares, essentielles pour fabriquer les microprocesseurs des armes intelligentes, et la majorité de ces microprocesseurs sont aussi importés. Le F-35 est un avion polyvalent de classe mondiale, mais sa production dépend de plusieurs partenaires multinationaux qui fournissent des composants spécialisés.
Le blindage des chars Abrams américains repose en grande partie sur la recherche britannique, et l'Amérique produit si peu de navires de guerre chaque année que le Congrès envisage, pour la première fois de l'histoire, d'acheter tout simplement des navires de guerre à des fabricants étrangers. Le fait est que l'armée américaine est de classe mondiale parce qu'elle s'appuie sur les alliés et partenaires mondiaux de l'Amérique. Sans eux, les capacités militaires des États-Unis seront grandement réduites. Il est probable que les États-Unis utiliseraient leurs capacités avec parcimonie, les réservant pour des attaques de dissuasion contre des menaces majeures d'autres nations. Dans ce scénario de guerre mondiale, les États-Unis sont chanceux, car ils ne sont pas confrontés à une menace militaire majeure de leurs voisins directs. L'armée mexicaine est certes compétente, mais elle est finalement totalement surpassée et dépassée. L'armée canadienne est une version miniature de celle des États-Unis, avec des capacités remarquables et des troupes hautement entraînées, mais en nombre très limité. L'Amérique compte 1 300 000 militaires en service actif contre 68 000 pour le Canada. Ajouter les réservistes n'améliorera pas beaucoup la situation, puisque les États-Unis en ont 800 000 contre 27 000 pour le Canada. La stratégie américaine serait d'établir une ligne défensive à la frontière sud avec le Mexique, et de se concentrer sur la défaite de la puissante armée canadienne. L'immense territoire du Canada, en grande partie non développé, jouerait contre lui, obligeant à diviser ses forces entre les provinces de l'Ouest et de l'Est. Cela aiderait les avancées américaines à diviser le pays. La plupart des combats auraient lieu dans l'Est, plus peuplé et économiquement plus important. Les combats dégénéreraient en une guerre urbaine brutale, alors que des centaines de milliers de Canadiens rejoindraient des milices et des efforts de résistance à l'intérieur des villes. Les États-Unis se concentreraient d'abord sur le Canada pour deux raisons. La flotte moderne d'avions et la marine du Canada, bien que petite, peuvent lancer des attaques douloureuses contre l'infrastructure et l'industrie américaine. Deuxièmement, pacifier le Canada serait plus aisé que le Mexique, puisque la plupart des Canadiens se concentrent dans les villes de l'Est. Cependant, la nature sauvage du Canada offrirait de nombreuses occasions au mouvement de résistance de se développer. La tradition canadienne de plein air et de chasse implique que les forces d'occupation américaines feraient face à une guérilla très déterminée et compétente, avec de vastes territoires où se cacher. Mais au final, contrôler les villes et certaines ressources naturelles serait tout ce qui compte, et ces ressources naturelles seraient d'une importance cruciale pour reconstruire l'économie et soutenir un effort de défense en Amérique du Nord. Les efforts de pacification prendraient des années, mais ne nécessiteraient qu'une force symbolique pour rester au Canada. Cela permettrait aux États-Unis d'Amérique de s'en prendre à leurs voisins mexicains. Les gens aiment idéaliser les cartels, en imaginant qu'ils représenteraient une menace sérieuse dans une guerre frontale contre les forces militaires américaines, ou même mexicaines. Mais la réalité est bien moins spectaculaire. L'armée mexicaine bat régulièrement les combattants des cartels. La plupart des membres des cartels ne sont pas des soldats d'élite, ce sont des voyous, dont la seule véritable qualification est la volonté de tuer. Une autre raison pour laquelle les cartels mexicains ne seraient pas une menace lors d'une invasion américaine est que leur unique source de revenus, le trafic international de drogue, disparaîtrait du jour au lendemain. Les tensions sur les revenus des cartels disparaîtraient. Et lorsque ces revenus s'assèchent, l'argent qui maintient la loyauté des hommes de main du cartel disparaît aussi. C'est précisément pour cette raison que les cartels non seulement ne résisteraient pas à une invasion américaine, mais l'accueilleraient à bras ouverts. C'est exact. Dans notre scénario de guerre totale, les cartels mexicains combattraient presque certainement aux côtés des Américains. La raison est l'argent. Les cartels ne peuvent pas en gagner dans un monde divisé par la guerre. Mais plus vite les États-Unis conquièrent le Canada et le Mexique, plus vite les cartels pourront reprendre leurs activités habituelles. Après tout, le principal marché des cartels a toujours été les États-Unis. L'armée mexicaine ne ferait pas le poids face à l'armée américaine. En comparaison, les États-Unis possèdent plus de 4600 chars, tandis que le Mexique n'en a aucun. Le Mexique ne dispose également d'aucune défense aérienne significative, et possède très peu de véhicules blindés en général. Ce serait une répétition encore pire de la deuxième invasion américaine de l'Irak. L'armée mexicaine est encore moins bien équipée que celle de l'Irak au début des années 2000. Mais le Mexique suivrait probablement l'exemple de l'Irak et choisirait plutôt de mener une guerre de guérilla. En réalité, c'est sûrement la stratégie qu'adopterait la majorité des nations du monde. Mais avec la puissance politique et économique américaine juste à côté, c'est une stratégie qui a peu de chances de réellement réussir. Contrairement à l'Irak et à l'Afghanistan, les États-Unis n'ont pas besoin d'envoyer des troupes et du matériel aussi loin. Il suffit d'aller au sud de la frontière américaine pour offrir sécurité et stabilité économique à un Mexique conquis par les États-Unis. Il ne faudrait pas longtemps aux États-Unis pour dominer le continent nord-américain,
en intégrant les territoires et les ressources du Mexique et du Canada. Mais en Amérique du Sud, un affrontement mondial ultime est en train de se dérouler. Deux puissances militaires dominent l'Amérique du Sud, le Brésil et l'Argentine. Mais entre les deux, le Brésil est clairement le poids lourd. Le Brésil possède une armée plus grande et plus moderne, tandis que l'Argentine continue de lutter avec des efforts de modernisation coûteux, et l'écart ne ferait que se creuser en cas de conflit mondial. En cas d'effondrement des chaînes d'approvisionnement internationales, le Brésil serait mieux placé pour remplacer le matériel perdu ou endommagé, grâce à son industrie de défense plus développée. En revanche, l'Argentine a un secteur de défense plus petit et moins sophistiqué, donc une fois son matériel importé perdu, il est difficile de le remplacer rapidement. Lorsqu'il s'agit de la guerre en Amérique du Sud, toute la situation est plutôt cauchemardesque. Bien que le Brésil soit la superpuissance militaire du continent, il devra relever un défi titanesque s'il veut tenter de conquérir ses voisins. Sa meilleure option serait d'attaquer vers le sud où le terrain est dégagé et où le Brésil a des infrastructures développées pour déplacer rapidement troupes et matériel. Ces forces pourraient facilement pénétrer au Paraguay et en Uruguay, se retrouvant face aux défenses argentines le long de leurs frontières communes. Le Brésil lui-même n'aurait pas vraiment à se préoccuper de la défense contre ses voisins du nord ou de l'ouest. Non seulement les infrastructures reliant le Brésil à ces nations par voie terrestre sont rares, mais toute attaque devrait traverser l'épaisse jungle amazonienne et les montagnes. Cela rend le déplacement de grandes quantités de forces militaires pour chaque camp un véritable cauchemar et cela ne vaut pas l'effort. Le Brésil pourrait laisser des forces symboliques le long des parties stratégiques de son territoire occidental et septentrional, lui permettant de se concentrer sur le véritable défi, l'Argentine. La force aérienne argentine est trop petite et trop faible pour affronter les forces aériennes brésiliennes, son chasseur le plus performant étant une version modernisée du Lockheed A4, AR Skyhawk. Pendant ce temps, le Brésil dispose d'une flotte modeste mais très performante d'avions variés, comprenant des chasseurs suédois Gripen et des F-5 américains. Il co-développe aussi des avions, lui permettant de fabriquer des remplaçants et d'agrandir sa flotte durant une troisième guerre mondiale. Mais surtout, l'armée brésilienne bénéficie d'une utilisation étendue de liaisons de données pour coordonner ses branches. L'Argentine pourrait avoir l'avantage, en menant une guerre défensive, et en utilisant ses forces spéciales pour détruire les ponts et routes clés dans la campagne. La présence de nombreuses rivières rend les forces brésiliennes offensives vulnérables aux perturbations dues à la destruction des principaux points de passage fluviaux. Cela n'arrêterait pas une invasion, mais cela la ralentirait, car la marine brésilienne a très peu de capacité à déplacer de grandes quantités d'équipements de manière amphibie. La guerre pour conquérir la partie sud du continent serait éprouvante pour l'armée brésilienne. Pacifier le continent prendrait aux États-Unis beaucoup plus de temps que leurs propres efforts, en raison des différences de capacité et du terrain. Une fois le sud pacifié, le Brésil choisirait sûrement de développer une grande capacité amphibie, plutôt que d'envahir le Pérou, l'Équateur, la Colombie ou le Venezuela à travers les jungles. Mais cette longue montée en puissance militaire pourrait aussi causer la perte du Brésil, alors que la guerre mondiale continue de faire rage. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Europe deviendrait vite l'un des champs de bataille les plus meurtriers du monde. Depuis des millénaires, le passe-temps favori de l'Europe a été de faire la guerre, souvent contre elle-même, et souvent avec une efficacité brutale. L'ordre mondial dirigé par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale avait mis cette soif de sang en pause, mais la Troisième Guerre mondiale a libéré d'anciennes rivalités et haines. L'Europe est le continent le plus industrialisé au monde, presque tous les pays étant développés. Mais comme la guerre en Ukraine nous l'a montré, l'Europe a, de façon irresponsable, transformé trop de ses épées en charrues à la suite du dividende de la paix après la guerre froide. Malgré sa puissance industrielle, l'Allemagne serait probablement en position de faiblesse. La France et l'Italie ont des forces armées compétentes et des industries de défense actives. Dans la réalité, l'Allemagne peine à honorer ses engagements envers une force de réaction rapide de l'OTAN, sans priver d'autres unités militaires de personnel et d'équipement. Avant que l'Allemagne ne se réorganise, elle pourrait déjà faire face à une occupation française. La France demeure la puissance militaire la plus compétente d'Europe. La France, fière de son armée polyvalente, a toujours tenu à s'allier avec l'armée américaine tout en préservant son autonomie. Historiquement, la nation a fortement soutenu ses alliés de l'OTAN, mais a refusé de dépendre trop fortement de la puissance militaire américaine. Cela ne veut pas dire qu'elle est totalement indépendante. La France compte sur un soutien logistique américain crucial pour ses nombreuses opérations antiterroristes en Afrique, juste au sud de la Méditerranée. Laissée seule, la France domine militairement l'Europe, avec l'arsenal nucléaire le plus puissant du continent.
La véritable faiblesse de la France, cependant, réside dans son insistance à déployer du matériel de très haute qualité en très faible quantité, et dans son refus d'abandonner cette doctrine, malgré les leçons tirées de la guerre moderne en Ukraine. La Grande-Bretagne a jadis dominé les mers, et une grande partie du monde, mais l'époque de l'Empire est révolue. L'armée britannique est si affaiblie qu'elle est vue comme une puissance de troisième ordre par les stratèges américains. Malgré quelques équipements de pointe, elle est jugée incapable de défendre ses propres îles. L'industrie britannique de l'armement fabrique des composants de pointe, principalement pour des clients étrangers tels que les États-Unis. Suite à l'effondrement du marché international de l'armement, la Grande-Bretagne seule n'a ni les moyens d'acheter ses propres armes, ni l'échelle nécessaire pour en produire un nombre significatif. Néanmoins, la Grande-Bretagne profite des atouts d'être une nation insulaire, et serait donc la dernière conquise. L'Espagne et la Pologne sont également candidates en Europe. L'Espagne possède une armée solide, mais historiquement conçue pour combattre aux côtés des États-Unis et compléter leurs capacités. Bien que l'Espagne pourrait conquérir le Portugal, elle serait mieux placée pour défendre sa côte et les Pyrénées, car elle manque de l'économie nécessaire pour développer massivement son armée. La Pologne est en passe de devenir la puissance militaire dominante, étant l'un des rares pays à prendre au sérieux la menace russe. Comme de nombreux responsables américains l'ont dit, la Pologne est aujourd'hui l'allié européen le plus important de l'Amérique. La Pologne est confrontée à deux problèmes majeurs. D'abord, son manque de défense naturelle, une vulnérabilité qui l'a hantée au fil de l'histoire. Deuxièmement, la Pologne dépend presque entièrement de matériel militaire importé. Heureusement pour elle, seuls deux pays sont capables de mener des offensives rapides en Europe, et aucun d'eux ne va cibler la Pologne de sitôt. Les pays nordiques ont adopté un modèle similaire, des armées très compétentes mais de taille réduite. Mais avec une combinaison de terrains très faciles à défendre, d'une production de défense nationale robuste et de forces armées très bien entraînées et équipées, les envahir sera difficile. Mais leurs petites économies et leurs petites armées signifient aussi qu'aucune de ces nations n'envahira ses voisins. Il y a une puissance européenne qui a été laissée de côté dans la discussion jusqu'à présent, la Russie. La Russie détient la plus grande puissance militaire en Europe. Elle a non seulement la taille et les capacités, mais aussi les ressources nécessaires pour envahir ses voisins, et au-delà. Même si la Russie saisirait l'occasion de s'emparer des pays baltes, son attention sera principalement concentrée sur l'Asie. Elle serait engagée dans une lutte désespérée pour repousser une invasion chinoise massive, l'économie chinoise avançant agressivement dans les vastes territoires miniers de la Russie. Alors que la Troisième Guerre mondiale se prolonge, l'Europe est trop industrialisée et urbanisée pour qu'une seule puissance la domine aisément. Le sort du continent prendrait des années, voire des décennies, à se décider sans intervention extérieure. En Afrique, la meilleure armée, et de loin, est celle de l'Égypte, qui dispose d'une grande force militaire avec des niveaux de modernité variables. Cependant, des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Éthiopie possèdent des forces d'infanterie très compétentes, habituées à combattre des menaces asymétriques telles que les groupes terroristes et les insurgés. Vu la taille du continent et l'absence d'une industrie de défense significative, ces pays prendraient pas probablement de larges portions de territoire à leurs voisins, tout en se repoussant mutuellement. Mais le continent n'aurait pas de puissance militaire dominante. Le sort de l'Afrique serait décidé par une puissance extérieure. Au Moyen-Orient, l'histoire a maintes fois prouvé que la force militaire la plus résiliente est Tsahal, l'armée de défense d'Israël. Non seulement Tsahal est la force la plus moderne et la plus compétente de tout le Moyen-Orient, mais elle est également soutenue par un nombre inconnu d'armes nucléaires qui entreraient absolument en jeu. Israël mènerait des offensives contre ses voisins plus faibles pour gagner du territoire et obtenir un espace vital. Comme on l'a déjà dit, Israël est si étroit que la nation n'est jamais qu'à une seule défaite militaire de l'extinction. Cette maxime explique aussi l'histoire militaire offensive d'Israël. La Turquie, techniquement une puissance européenne, concentrerait principalement ses efforts sur le Moyen-Orient. Elle dispose d'une armée très forte et compétente, en grande partie moderne, mais en cas de guerre totale, elle aurait en réalité peu à gagner en attaquant directement l'Europe. Elle ferait face à de grands défis logistiques, à cause du terrain. En réalité, la meilleure option pour la Turquie serait de se diriger vers le sud, au Moyen-Orient, et de s'emparer des ressources énergétiques importantes. Cela la mettrait en conflit direct avec Israël, en infériorité numérique mais avantagée par la modernité de son équipement et l'utilisation d'armes nucléaires.
Alors que la marine turque affronterait la marine italienne pour le contrôle du gaz en mer Méditerranée, son armée chercherait à frapper en Syrie, en Irak et en Iran afin de maintenir les combats sur leur territoire. Cela impliquerait aussi qu'une attaque nucléaire d'Israël ou d'Iran viserait probablement des forces en dehors de la Turquie. Pour sa part, l'Iran commencerait immédiatement à produire autant d'armes nucléaires que possible. Cela pourrait signifier qu'Israël, l'Arabie Saoudite et la Turquie mèneraient une campagne aérienne agressive contre lui avant de se retourner les uns contre les autres. Avec son instabilité politique et son économie en effondrement, l'Iran sombrerait probablement rapidement dans des luttes internes, se réduisant à une puissance régionale insignifiante, prête à être conquise par ses voisins plus puissants. Au sud, l'Arabie Saoudite manquerait rapidement d'équipements modernes en raison de ses pertes au combat, car elle dépend trop des armes américaines, qui ne seraient plus disponibles sur le marché mondial. La guerre au Moyen-Orient serait loin d'être décisive, cependant Israël et la Turquie seraient prêts à dominer la région, tout en se tenant à distance pour l'instant. En Asie et dans le Pacifique, une seule puissance domine, la Chine. La région abrite parmi les meilleures armées mondiales, dont celles du Japon, de la Corée du Sud, de l'Inde et de l'Australie. Mais en fin de compte, la Chine règne en tant que superpuissance industrielle et militaire de la région, capable de surpasser en production toutes les autres nations d'Asie réunies. La Chine a de nombreux avantages, mais dépend fortement du pétrole étranger pour son approvisionnement, ce qui est son principal inconvénient. Grâce à cela, la Chine bénéficie de ressources minérales abondantes, dont des terres rares essentielles aux armes modernes. Elle est bien protégée contre les invasions grâce à un relief montagneux qui entoure le pays et à l'océan ouvert à l'est. Elle possède aussi une industrie de défense prospère qui produit le seul chasseur de 5e génération non américain en service actif en quantité importante. Le Destroyer. Type 55 est sans conteste le navire de combat le plus moderne et le plus performant au monde actuellement. La puissance des fusées, de la marine et de l'aviation de l'armée populaire de libération de la Chine suffirait amplement à dissuader toute attaque côtière et à dominer le ciel face à l'Inde le long de sa frontière. N'ayant aucun moyen de menacer sérieusement le territoire national, les forces chinoises seraient libres de passer à l'offensive, et il n'y a qu'une seule direction pour une Chine avide d'énergie, le Nord. Le talon d'Achille de la Chine est sa dépendance au pétrole importé, et en cas de guerre mondiale, elle devrait très rapidement s'emparer de nouveaux champs pétrolifères. La région de l'Extrême-Orient est idéale pour subvenir aux besoins économiques et militaires de la Chine, ce qui provoquerait rapidement une invasion par les troupes chinoises. Les forces russes peineraient face à la supériorité militaire chinoise à cause de la taille de la Russie et de la fragilité des voies d'approvisionnement vers l'Extrême-Orient russe. Les forces spéciales chinoises et les frappes aériennes pourraient facilement couper les routes commerciales vitales, isolant ainsi les forces russes. Pendant ce temps, les troupes russes combattant en Ukraine verraient un avantage soudain, alors que le soutien international à Kiev s'effondre, mais elles seraient trop engagées en Europe pour se redéployer vers l'Est de manière significative. Ainsi, malgré le rapprochement russo-chinois sans précédent, les forces nucléaires russes s'entraînent toujours à repousser une invasion chinoise. La seule option serait l'option nucléaire, ce qui entraînerait une riposte nucléaire de la part de la Chine. Mais dès que la Russie attaquerait la Chine avec ses armes, les États-Unis lanceraient leurs propres armes nucléaires sur la Russie et la Chine. Une fois le seuil nucléaire franchi, il est impossible de prédire le lieu de la prochaine attaque. Les armes nucléaires américaines pourraient être la prochaine cible. Les États-Unis sont dans une situation de « utiliser ou perdre », où il est stratégiquement préférable d'attaquer la Chine et la Russie, même s'ils n'ont pas été attaqués en premier. Les résultats sont imprévisibles. Avec la Russie attaquée par la Chine de manière cinétique et cybernétique, on ignore si elle détecterait une attaque américaine avant la destruction de la plupart de ses installations de lancement. Il est probable que si la Russie décidait d'attaquer la Chine, elle attaquerait également les États-Unis. En théorie, elle dispose d'assez d'armes nucléaires pour le faire. Nous disons en théorie parce que des révélations récentes sur l'armée russe jettent de sérieux doutes sur l'état de préparation de ces armes nucléaires. En supposant que même la moitié des armes russes fonctionnent, la Chine serait dévastée par des attaques nucléaires, tout comme les États-Unis. Cependant, les deux nations pourraient intercepter plusieurs attaques entrantes, et sont assez grandes pour encaisser même des centaines de frappes réussies. La plupart des armes nucléaires étant utilisées en explosion aérienne, les cibles pourraient redevenir habitables en quelques mois, voire en quelques semaines, car très peu de sol serait irradié. En l'espace de quelques années, nous verrions les États-Unis réapparaître comme la première puissance mondiale. Les États-Unis sont protégés par leur supériorité militaire face à leurs voisins, et par deux vastes océans les isolant d'autres agresseurs potentiels.
Les États-Unis profitent aussi du secteur de défense industrielle, le plus robuste au monde. Avec la déréglementation et l'annexion du Canada, ils sont entièrement autonomes en termes de ressources. L'Amérique a tout ce qu'il faut pour son économie moderne dans son arrière-cour, grâce à un immense gisement de terres rares, découvert récemment dans le sud-ouest du pays. Alors que le reste du monde lutte contre ses voisins, les États-Unis soumettraient facilement les leurs et les intégreraient comme territoires annexés. En quelques années, l'économie américaine pourrait être restaurée, permettant aux Américains de jouir bientôt du niveau de vie le plus élevé au monde. Si une guerre totale éclatait, les États-Unis pourraient alors prendre le temps de conquérir lentement les petites nations belligérantes. Avec la patrie en sécurité, et à des milliers de kilomètres des lignes de front, l'économie américaine continuerait de fonctionner sans être affectée par la guerre, apportant des innovations constantes et de nouvelles technologies à l'effort de guerre qu'aucun adversaire ne pourrait espérer égaler. Les seuls concurrents, la Russie et la Chine, auraient trop souffert des frappes nucléaires mutuelles et de la guerre conventionnelle continue pour tenter de suivre le rythme. La géographie de l'Amérique montre qu'elle était destinée à devenir une superpuissance. Si tous les pays entraient en guerre en même temps, qui pensez-vous sortirait vainqueur ? Est-ce qu'une nation survivrait même ? Partagez votre avis en commentaire. Regardez maintenant les États-Unis contre le reste du monde ou cliquez sur cette autre vidéo.